Nicolas Boukreev, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre à Strasbourg en tant que juré de cette nouvelle édition du Festival européen du film fantastique. Euh, une première question que j'ai envie de te poser en tant que juré aujourd'hui, mais en tant que cinéphile de longue date, est-ce que les festivals de cinéma ont été importants dans ta construction cinéphile? Est-ce que les festivals de cinéma ont été importants Oui, le festival de Cannes, monstrueusement, puisque j'habitais à Antibes. Donc j'habitais à côté, et donc à l'époque, il y avait ce qui s'appelait le marché du film. Là, je parle d'une époque, c'était bien avant Internet, etc., etc. Donc, en gros, une fois par an, après il y en avait un autre à Milan, euh, tous les producteurs indépendants, distributeurs indépendants, réquisitionner toutes les salles de cinéma de Cannes. Je ne parle pas du palais du festival où il y avait la sélection officielle. Je parle des autres salles, des salles de cinéma qui tout le reste de l'année passaient les films qui étaient distribués pour projeter leur dernière production pour les acheteurs étrangers. Et donc c'était extraordinaire parce qu'on pouvait voir des films, on avait juste les variétés du jour où il y avait des horaires de projection, puis des fois un petit pavé, on se disait tiens on va aller voir ça, et on tombait sur Mad Max et on ne savait pas ce que c'était. On tombait, et là ça a été une orgie. On a vu les premiers El Yark, on a vu les premiers Cronenberg, on a vu Sisters. Enfin, c'était incroyable puisqu'on n'avait aucune notion des films, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'infos. Donc après on pouvait évidemment suivre des fois un metteur en scène, dire qu'il y a un nouveau film de, mais ça a duré ça jusqu'au milieu des années 80. Et puis après, il commençait à y avoir les VHS qui ont commencé à tourner. Donc le marché du film, peu à peu, c'est vraiment effondré. Et aujourd'hui, je crois que c'est pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à y voir. Mais on a découvert John Woo dans les marchés du film. On a découvert Tinto Brass. On a découvert, oui, Mel Gibson. Tout la Oz Exploitation, elle est passée au marché du film. Donc ça, voilà. Le Festival de Cannes, à la base, a été, pour ma formation, énorme. Après, quand je travaillais à Starfix, il y a eu Avoriaz, qui était un festival très important. Sitges, festival en Espagne, qui était donc une sorte d'Avoriaz 6 mois avant. Donc voilà, ces festivals-là, ouais, ils ont quand même vraiment marqué ma vie, parce que le gros avantage des festivals, c'est qu'on découvre des films dont on ne sait rien. Aujourd'hui, où l'information circule énormément, bon, on peut très bien échapper à l'information. Je regarde pas de bande-annonce, je lis rien sur les films, ce qui fait, quand je vais voir les films qui sont en salle, je sais quasiment rien des films. On peut se débrouiller, mais il faut se battre. Alors que dans les festivals, là, je vois ici, je m'installe, je ne sais rien des films. Donc on est totalement neutre, et ça, c'est très agréable. Et, exactement. Et alors, avec Starfix, à partir du milieu des années 80, tu as fait partie d'une bande de grands passeurs de cinéma. Est-ce que à l'époque, il y avait déjà dans un coin de ta tête l'idée de passer à la mise en scène? Alors, pas que moi, en fait, vraiment réellement, quand on faisait Starfix, on voulait tous faire des films. On avait d'ailleurs fait du Super 8 pour la plupart. On avait déjà fait des petits films en Super 8. Christophe Gans avait déjà fait l'IDEC. Nous, moi, je suis venu à Paris pour faire l'IDEC. L'IDEC, c'était l'école qui était avant la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma. Et donc, on avait cette ambition. Mais Starfix a commencé, on s'est lancé dans Starfix, et on s'est très vite dit, réellement, hein, avec un absolu manque d'humilité qui est le propre de la jeunesse, c'est qu'on s'est dit, on est les nouveaux cahiers. On fait un magazine de cinéma, de la même façon que les cahiers avaient pu dire Hitchcock, Hawks sont des auteurs, et puis après ils sont passés à la mise en scène. Et nous, on va faire la même chose, on va faire un journal, on va dire Friedkin, Argento, Cronenberg, les frères Cohen, enfin, qui on veut, Verhoeven, sont des auteurs, et puis après on va faire des films. Et finalement, aujourd'hui, Christophe Gans fait des films, François Cognard produit des films, de Gelline a fait des films. Enfin, on est tous passés de l'autre côté. Enfin, on est beaucoup à être passés de l'autre côté finalement. C'est ça. Mais on était très conscients chez nous. Hein. On voulait vraiment, on voulait surtout pas s'éterniser dans la presse. Et en se disant, on va rester journaliste toute notre vie. D'ailleurs, on a mis très longtemps à prendre notre carte de presse parce on avait peur. On se disait, si on prend notre carte de presse, ça va nous clouer. Et donc, on refusait d'avoir une carte de presse parce qu'on voulait vraiment que ce soit un passage. On avait fait des fanzines pour la plupart, que ce soit un passage pour nous pour aller vers la mise en scène. Et pourtant, c'est un passage qui a beaucoup, beaucoup marqué. Vous avez l'an dernier réédité un petit peu Starfix dans un ouvrage qui est déjà complètement collector. Parce que la nouvelle génération, finalement, elle rêve encore de ce média qui avait compris les cinéastes de son époque. Comme tu dis, hein, comme les jeunes Turcs des cahiers dans les années 60 avaient compris Samuel Fuller, etc. Vous compreniez Carpenter, Argento, quand en fait il y avait un regard un peu condescendant sur leur... Donc en fait, c'est pas juste un passage, c'est quand même quelque chose qui a... Oui, parce d'abord, il y a une première chose, qu'on avait 20 ans. Donc en gros, ce qui pour nous était énorme, c'est-à-dire que voir Sorcerer quand il sort au cruising, ou voir Suspiria, pour nous c'était nos grands chocs, ou voir Phantom of the Paradise, c'est des chocs énormes qui nous ont fracassés dans l'adolescence et dans notre première jeunesse, on va dire. Donc pour nous, c'était des évidences.
découvrir Parasite Murders ou Rage, c'était évident que Cronenberg avait quelque chose d'inédit. Et on était cinéphiles tous. Par ailleurs, on rattrapait nos classiques, on voyait les Pasolini, on voyait les Fellini, on voyait les Murnau, on voyait les Ford, les Hawks. Donc on voyait bien, on arrivait à les inscrire dans quelque chose qui nous paraissait vraiment nouveau. Et comme je pense que le propre du critique, c'est de devenir à un moment donné assez réactionnaire, c'est très dur de rester critique sans être réactionnaire, je parle tard, ben, il n'y avait peut-être pas assez de jeunes journalistes dans les rédactions de l'époque pour pouvoir voir cette chose-là. Donc, et puis donc il y avait juste, Première, mais Première, c'était vraiment le cinéma français plan-plan, il faut bien le reconnaître. Ils n'étaient pas du tout penchés sur ces choses-là, pour eux c'était déviant. Il y avait aussi ce vieux mépris pour le cinéma de genre, qui est d'ailleurs toujours un peu là encore aujourd'hui, mais il y avait tout ça qui traînait. Donc nous, c'était juste une évidence. C'était pas le fruit d'une immense réflexion. C'est juste qu'on voyait ces films, on dit mais c'est incroyable, c'est passionnant. On arrivait très vite à passer des ponts. Enfin, je sais pas, je reparle de Cronenberg. On voyait Parasite Murders, Rage, Scanners, The Brood avant. C'était évident qu'il y avait un auteur pour nous. Mais les autres ne regardaient pas ça les intéressait pas du tout. Je me souviens de la critique de Eraserhead dans Télérama, je me souviens, c'était marqué abject avec un grand point d'exclamation. Le petit bonhomme était furieux. C'est Eraserhead, pour eux, c'était, à l'époque, Télérama, c'était le journal de l'Office catholique, il faut pas l'oublier. Donc, il y avait cette espèce d'évidence de la jeunesse devant des faits nouveaux. Et tout ça, c'est assez complexe. C'est aussi la fin des journaux indépendants. Starfix est un des derniers journaux vraiment indépendants, comme Rock'n'Folk pouvait l'être, comme Actuel pouvait l'être. Il y avait cette presse indépendante, ou Métal Hurlant, qui était une presse de gens qui connaissaient très bien la manière dont ils parlaient, avant que ces groupes soient rachetés par les grands groupes de presse. À partir du moment où les grands groupes de presse ont commencé à racheter les journaux, ces journaux ont sans doute beaucoup plus été inféodés à la publicité, à des grandes lignes éditoriales, de dire voilà la ligne du journal parce qu'il faut fâcher personne. C'est une autre période de la presse qui est arrivée, donc c'est la fin, je dirais, de la culture 70, indépendante. Comme je disais, on venait tous du fanzina, donc indépendante. On pouvait refuser des pubs. Si on nous disait, voilà, on vous posséder une pub, si le gars qui possédait Starfix nous disait, voilà, vous êtes du bien de ce film, et on aurait une pub, on disait, non, on n'aura pas du bien de ce film, il est nul. On était vraiment farouche. Donc ça a contribué, je pense aussi à l'aspect un peu franc-tireur du journal, plus le fait qu'on adorait déconner, que le journal était vivant. Il y a beaucoup de vannes, beaucoup de choses. Donc il y a tout ça qui a discuté, qui a contribué à ça. Et depuis, ensuite, il y a eu l'arrivée, on va dire, de la VHS, qui a encore modifié les choses, qui était dans les années 80, puis d'Internet. Et là, tout a explosé. Ça serait très difficile aujourd'hui de faire un journal comme Starfix, puisque d'abord, les festivals se sont multipliés. Il y a beaucoup plus de festivals. Donc, dès qu'un moindre petit film, même de genre, du genre le plus, je sais pas, un film très gore, va avoir un moins d'intérêt, très vite, il va y avoir un buzz qui va faire que. Et les gens sur le net connaîtront l'existence de ce film, etc. Plus il y a une gentrification du genre réel, c'est-à-dire que c'est devenu, et des fois, moi personnellement, je suis mort de rire parce que je vois des films qui sont assez moyens, mais qui sont plébiscités par toute une presse dite institutionnelle parce que ils ont l'impression que c'est une façon d'être in. Et quand je vois d'autres films qui passent complètement à travers, enfin, qui sont pas trop calculés, alors que je trouve qu'ils ont un gros intérêt, on voit bien les limites de cette gentrification, mais elle est réelle. Donc, nous, on est arrivés, il y avait rien. Il y avait l'Écran Fantastique, qui est un journal très classique, et puis il y avait rien. Donc, ça a aidé sans doute à ce que le journal, encore aujourd'hui, fasse référence, en fait. Quand tu dis effectivement que le genre a encore parfois regardé un petit peu de travers, je crois que ça a quand même pas mal évolué. C'est Toré qui disait que maintenant tout est cinéma de genre, tout tourne autour du cinéma de genre. Toi, à un moment, t'es passé à la mise en scène, t'as vraiment commencé à la mise en scène dans le cinéma de genre, avec un très beau succès, hein, et puis d'autres films qui étaient aussi des purs films de genre. Mais parmi les anciens de Starfix, c'était peut-être celui qui est le moins chevillé au genre. Mais parce que non, mais c'est pas ça, c'est que je trouve la notion là, je dis, parce que c'est devenu un logo qui permet de parler où tout le monde est d'accord. Mais moi, je trouve la notion de cinéma de genre en elle-même assez débile, pour dire la vérité, parce que je suis d'accord avec toi, tout est genre. Donc, si on veut dire par genre des films qui sont violents ou qui vont du polar, on va dire, au film d'horreur, il faudrait trouver une autre étiquette, parce que sinon, quand je fais La Confession, c'est le genre du mélodrame historique. Titanic est un film de genre, c'est un mélodrame historique. Donc, j'ai envie de dire que tout est genre, même le drame psychologique à la française est un genre, puisque c'est un genre qui est plébiscité à l'étranger. Ils adorent le drame psychologique, donc ils les identifient comme tels, et ils les reconnaissent et ils les distribuent comme tels. Donc, c'est une notion qui m'échappe complètement, en fait. Et du coup, moi, j'ai l'impression de ne faire que des films de genre.
dans la mesure où j'aborde chaque film que je fais, je l'aborde dans le genre dans lequel il se situe. Donc, on fait 3 jours et une vie. Pour moi, je fais un film noir. Je ne fais pas un polar. Je fais un film noir puisqu'on sait qui est le tueur dès le départ. Donc, je me mets dans un film noir à la Clouseau-Simon. Mais pour moi, c'est un genre tel que je le vois. Donc, à partir de là, voilà. Après, si on parle de genre pur et dur, c'est une chose dont je me méfie parce qu'effectivement, quand on reste lié uniquement à son genre, c'est un gros danger. C'est de ne pas savoir se renouveler. Et on l'a vu chez Carpenter, et on l'a vu chez Argento, et on l'a vu chez beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire quand ils restent uniquement dans leur genre, il y a un moment donné où ils font des moins bons films. Donc peut-être que si Argento était passé au film de science-fiction ou au mélodrame, peut-être qu'il aurait su davantage se renouveler qu'en restant dans le pur giallo, tel qu'il a pu le faire, ou dans le film à base de meurtre de jeunes filles, très globalement. Donc si après Le Convoyeur, j'étais resté coincé dans le polar, je crains. Avec le recul, je regrette pas d'avoir évolué dans d'autres genres parce que je me dis, au bout d'un moment, t'as un peu dit tout ce qu'il y avait à dire. Non, exactement. Non, mais effectivement, quand je parlais de genre, c'est effectivement le genre tel qu'associé à un festival comme le nôtre. Je comprends, bien sûr. L'horreur, du fantastique, jusqu'à la comédie noire. Oui, je comprends. Mais qui reste, pareil, très large. On voit même, si on prend un magazine comme Mad Movies, donc oui, ils font un gros article sur Kill. Kill n'est pas un film fantastique, mais c'est un film de genre pur et dur. Donc, il y a un moment donné où, finalement, toutes ces frontières deviennent un peu floues, quoi. Ouais. Ça se rejoint un peu autour d'une image un peu transgressive, quelque chose qui serait... Donc ça, c'est autre chose. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça serait là, on n'est pas dans le genre. Parce qu'il y a aussi un genre classique et plan-plan et réactionnaire. Dans le polar français, il y a des films, ou polar français ou d'ailleurs américains, etc. Il y a des films qui n'ont rien de transgressif, qui sont même un peu réac et pas très intéressants. À côté de ça, il peut y avoir des films, des drames psychologiques un peu tordus qui révèlent quelque chose de transgressif et gênant. Donc, c'est pour ça que toutes ces notions sont... Mais la vraie question, c'est quels sont les films qu'on voit aujourd'hui et qui sont à la fois... Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse quand je vais en salle. Au-delà des qualités de mise en scène, c'est quels sont les films qui sont porteurs d'une poésie, d'un trouble et d'un hors-champ. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout ce qui est littéral au cinéma, dès que je vois un film qui est littéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors-champ, mon imaginaire est coincé par le cadre, et qui sont dans un registre conventionnel, mais qui peut être un conventionnel de l'époque. Ça peut être une mode de l'époque ou une idéologie de l'époque qui fait que le film que je vois me paraît sans hors-champ, sans poésie et conventionnel. Le même film qui, il y a 10 ans, aurait pu être, ou 15 ans, aurait pu être un film qui aurait été comme un brûlot. Je veux dire, un film qui correspond aujourd'hui à l'idéologie woke à 100%, pour moi, aujourd'hui, est un film réactionnaire. Alors que le même film, peut-être il y a 15 ou 20 ans, de par ce qu'il aurait mis en avant comme personnage, comme caractère, etc., aurait été un film très moderne. Ouais, je ne sais pas si je suis clair. Bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que cette triple définition que tu as là, finalement, c'est une définition assez matricielle du cinéma. Oui. Et j'ai l'impression que cette définition, elle ne correspond plus à la majorité des productions aujourd'hui, qui sont des productions souvent pour des plateformes et qui imposent un mode de consommation différent. Oui, absolument. Absolument. Et peut-être que la transition, elle est encore là, c'est que le mode de consommation, parce que tu vois un film en salle, est-ce que tu es totalement dédié au film? Oui. Ça impose, ça permet le cinéma que tu recherches. Oui. Absolument. Mais par exemple, cette année, le meilleur film que j'ai vu cette année probablement, alors pour le coup là, c'est là que on se dit, tiens, c'est marrant, la presse, elle a beau vouloir tout gérer, tout planifier, tout récupérer, on va dire, la presse ou les médias. Le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant, c'est un film que je trouve qui a assez peu été plébiscité par les médias, c'est City of Darkness de Seo Chang, qui pour moi est un absolu chef-d'œuvre, un grand film de Hong Kong, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Or, c'est un film qui n'a pas trop intéressé les médias, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire si on n'est pas viscéralement et sincèrement amateur de ce cœur-là du cinéma. Si on le fait plus par de la pause, finalement, celui-là, on ne le calcule pas, parce qu'on ne sait pas trop comment frimer avec. Donc, et c'est un film qui, pour moi, est totalement anti-plateforme. Parce que la plateforme, il y a un vrai problème avec les plateformes, c'est qu'elles ont remis le produit plus que le film au goût du jour. D'ailleurs, c'est fascinant, parce que les plateformes, c'est vraiment... c'est comme les maraîchers. C'est-à-dire que vous avez un film, bon ou mauvais, c'est même pas le problème, qui va faire l'événement du moment, et 6 mois après, tout le monde s'en fout. Et si vous ne savez pas qu'il existe, il ne vous sera jamais proposé. Je prends un exemple, Don't Look Up,
qui à l'époque a été un espèce d'énorme événement, le grand film écolo, machin, Caprio, un casting de fou, les gens dans les manifs avec des pancartes, Don't Look Up, etc. Aujourd'hui, donc, tout le monde s'en fout. Quelqu'un qui va arriver sur Netflix ne saura pas que Don't Look Up existe et n'ira même pas le chercher. Donc je me méfie beaucoup des plateformes qui ont remis en avant cette notion du Hollywood des années 20, 30, où le film était un produit, ils pensaient même pas à les conserver. Et ça, je trouve ça vraiment étonnant. Et là, il y a une banalisation, pour le coup, de l'objet film par la plateforme, où on se fait des soirées plateformes, puis après on se dit, ah, c'était nul ce que j'ai vu hier soir, mais ça ne nous empêchera pas d'en refaire une, où l'absence de réel choix, plus l'algorithme qui choisit, ce que je trouve hallucinant, c'est-à-dire vous avez aimé manger du sucre, ben revoilà du sucre, donc ça enlève le libre arbitre du vrai cinéphile qui aime chercher. Alors bon, le vrai cinéphile, il prend une plateforme, il s'en sort très bien, hein. Il va très bien arriver à trouver des choses, mais je trouve ça assez angoissant au fond, parce qu'il y a même plus ce truc qui faisait que la salle, les gens choisissaient le film qu'ils allaient voir. Et même s'ils choisissaient très majoritairement d'aller voir des mauvais films, comme, je sais pas, L'As des As, c'était quand même un choix. Là, le choix se fait sur 2 clics, et ça, je trouve ça franchement pas terrible. Et avec autre chose aussi qui me gêne beaucoup, c'est que c'est une privatisation de la culture. C'est-à-dire que si je veux relire L'étranger de Camus, je vais dans une librairie, j'ai vous avez L'étranger, ils me le vendent. J'ai pas besoin d'avoir ma carte Gallimard ou ma carte Plomb. Là, si je veux voir les Fincher, faut que je m'abonne à Netflix. Sinon, je le vois pas. La salle, c'est la démocratie. D'abord, c'est le grand écran, évidemment, mais bon, maintenant, les gens sont plutôt bien équipés chez eux. Mais la salle, c'est la démocratie. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir n'importe quel film. Là, si j'ai pas les moyens d'avoir Apple, plus Disney, plus Warner, plus Canal, plus Netflix, eh ben, il y a des œuvres auxquelles je n'ai pas accès. Et ça, je trouve ça, quand on est cinéphile, je trouve ça hyper choquant. C'est vrai. Mais on sait en fait que les plateformes, alors c'est assez factuel ce que je dis, c'est pas un jugement de valeur, participent à une invisibilisation de beaucoup de films. Ben oui. Et c'est là peut-être que vient le travail des festivals de cinéma. Complètement. Et c'est pour ça qu'il explose, hein. Les festivals se portent bien, les salles sont pleines, parce que les gens savent. Franchement, moi, depuis que je suis ici, à Strasbourg, je vois vraiment des films variés. Et je m'éclate, en fait. Même des films que je trouve pas bons, c'est pas le problème. Je ne les verrai jamais si je les voyais pas ici. Et donc, cette idée de voir de l'inédit, de l'original, pré-choisi par des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, du goût, je comprends que ça crée un buzz et que ça crée. Je suis pas du tout surpris que les salles soient pleines et qu'il y ait du succès, parce que c'est le retour du grand écran, de l'objet singulier, par rapport auquel je dois me positionner, et pas de la soirée plateforme où je me couche avec un mal de crâne et le matin je me dis c'était nul ce qu'on a vu hier soir. Ouais, et puis c'est de la non-mémoire. Exactement. Et alors, au-delà de la mise en lumière des nouvelles productions, ici on a, je crois, 45 nouveaux films cette année. À Strasbourg, on tient aussi beaucoup à une logique de rétrospective. Et on a senti une évolution sur la rétrospective ces dernières années. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait un argument que nous opposaient les spectateurs il y a 5 ans, c'est « je l'ai en DVD ». Ouais. Aujourd'hui, ils l'ont en DVD, ils sont là quand même. Oui, parce qu'il y a le grand écran. Il y a le grand écran. Peut-être que le rapport social est aussi remis au cœur du cinéma. Ouais, puis il y a le grand écran. The Last Wave de Peter Weir, puisque vous le passez. The Last Wave, voir la vague de The Last Wave sur grand écran, c'est pas la même chose que la voir sur petit écran. Et voir ensemble dans une salle pleine, c'est une émotion collective. Et ça revient. Mais j'ai toujours pensé que ça reviendrait. Moi, quand tout le monde a eu peur que après le Covid, ça y est, le cinéma est mort, les plateformes l'ont emporté, c'est impossible. C'est impossible que le cinéma disparaisse parce que des plateformes s'y mettent. Déjà pour les ados, c'est impossible parce que le seul endroit où vous pouvez embrasser quelqu'un tranquillement, pour les ados, le seul endroit où vous pouvez faire des dates, c'est le cinéma. La salle obscure où on peut faire ses premiers flirts, c'est quand même un endroit idéal. Donc déjà, les ados, mécaniquement, iront toujours au cinéma, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et après, très, très mécaniquement, je veux dire, les stades sont pleins à craquer alors que les matchs de foot sont retransmis avec des moyens absolument hallucinants, très près des joueurs et tout ça. Et pourtant, les gens vont au stade. Bon, la salle, c'est pareil, hein. Et les festivals, pour ça, c'est génial parce que ça crée une communauté. Je le vois bien, c'est très drôle, ces rituels qu'il y a dans tous les festivals, hein. Là, c'est tout le monde qui fait clap en même temps, qui fait les mêmes vannes. Et dans tous les festivals, les vrais festivals, j'entends, hein, ceux faits par des vrais passionnés et donc un public de passionnés, il y a plein de petits rituels comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va hurler au fond de la salle, un truc avant chaque projection. Et donc, il y a cette espèce d'idée de tribu, en fait, et qui échappe à l'idée de consommateurs décervelés que veulent imposer les plateformes. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident et joyeux. Exactement. Merci pour ces quelques mots. Voilà, Nicolas, à disposition. Voilà, c'est cette note très positive sur les festivals. Ouais, mais c'est normal. Ça vaut le coup. Voilà.